Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans un nouveau topo lecture puisque l'idée c'est de te présenter les dernières lectures que j'ai effectuées en décembre. Petit à petit, on arrive à ce que j'ai lu dernièrement, mais on n'y est pas encore. Patiente encore un petit peu, je suis sûre qu'on va y arriver. En attendant, voici ce que j'ai lu en décembre et je commence par te présenter Anna Karénine, grand classique évidemment de Tolstoï. Ici, je les ai aux éditions Marabout Géant. Ce sont les doubles volumes. Et Anna Karénine a été publiée en 1877. Moi, j'ai ici une traduction de Olga Vesselovskaya et Claire Robert. Alors, que dire sur ce grand classique? J'ai trouvé que c'était une saga familiale et amoureuse, dans lequel donc on suit les relations amoureuses de plusieurs couples. On a d'une part Kitty et Levin, on a d'autre part Dolly, qui est la sœur de Kitty avec Stepan, et Stepan c'est le frère d'Anna Karénine, et donc on a cette relation entre Anna Karénine et Vronsky. Tout tourne autour de la passion, de l'amour marital, des habitudes qu'on peut avoir dans le mariage ou en dehors, et puis aussi de la liberté dans et hors mariage. On est aussi dans une fresque sociale parce que Tolstoï nous emmène dans cette noblesse, dans ses décors évidemment, puisque on est dans la perspective Nevsky. On évolue avec donc d'une part les nobles, mais également avec des propriétaires terriens. On va y apprendre les différentes valeurs de ces différents milieux et de cette société. De manière très époustouflante, il nous emmène dans tout cela d'une manière extrêmement fluide, dans un rythme qui est très élevé. Il se passe plein de choses, même si globalement ça tourne autour de ces relations. On ne s'ennuie jamais, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé assez impressionnant. Je l'ai ressenti dès le début de la lecture, et ça s'est confirmé, et ça s'est vérifié tout au long de ma lecture. Donc j'ai trouvé ça vraiment assez surprenant, enfin vraiment très plaisant, d'autant plus que, voilà, on tourne autour des relations, mais il se passe pas, ce ne sont pas des rebondissements de dingue, ce ne sont pas des actions incroyables. Donc voilà, on pourrait s'attendre à quelque chose un peu plus lent, mais il arrive vraiment à tourner ça d'une manière qui nous rend tout intéressant, dans lequel on a envie de se plonger. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça. J'ai particulièrement aimé aussi la psychologie des personnages, parce qu'on y suit leur évolution, comment est-ce qu'ils envisagent chacun leurs relations, et comment est-ce qu'ils ont envie que ça évolue, comment est-ce qu'ils ressentent tout ça. Leur ambivalence aussi et leur questionnement. Donc moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, ainsi que les deux autres que j'ai mis en lumière. Mais donc c'est vraiment le côté psychologique et le côté social que je vais retenir. Pour moi, c'est une très très bonne lecture. Je trouve que beaucoup de choses sont dedans et j'ai vraiment apprécié ce que j'ai lu. Je me suis même dit que j'avais envie de découvrir Guerre et Paix, du coup, de cet auteur. Voilà, c'est pas un grand coup de cœur. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il m'a manqué. Peut-être aller un petit peu plus loin, peut-être la fin, peut-être que j'ai un petit peu moins apprécié. Mais sinon, voilà, vraiment une très très bonne lecture et une très chouette rencontre avec cet auteur. Ensuite, c'est une lecture que j'ai un petit peu moins aimée. Alors n'hésite pas, si toi tu as apprécié cette lecture, à mettre en commentaire évidemment ce que tu as apprécié pour que d'autres personnes puissent avoir d'autres arguments. C'est ici Belle de Robin McKinley. C'est traduit de l'anglais par Sophie Dahl, puisque Robin McKinley est états-unienne. On est aux éditions Pocket et ça a été publié dans ces éditions en 2022. Je m'attendais à une réécriture de La Belle et la Bête. Je m'attendais à de l'originalité et à un ajout de fantaisie dans ce conte. Ici, j'ai été, je dois bien l'avouer, très déçue parce que c'est un mixte entre le dessin animé de Walt Disney, La Belle et la Bête, et en même temps un mixte avec le conte originel de La Belle et la Bête. Mais il n'y a aucune surprise. On retrouve tous les éléments, donc effectivement l'originalité c'est de mixer les deux, mais à part ça, il n'y a rien qui change. Heureusement, ça se lit très très vite, pas que parce que c'est assez court, elle a une écriture qui, alors, n'a pas un style particulier à mon sens, mais qui est d'une très grande fluidité, qui fait qu'on est embarqué, qu'on est pris dans le rythme,
et qu'on avance très bien dans l'histoire. Ça, c'est évidemment le côté positif. Maintenant, pour moi, c'est un flop et j'ai pas beaucoup d'autres choses à rajouter parce que malheureusement, je ne peux pas vraiment parler d'autre chose parce que la personnalité est la même que dans le film, l'histoire est la même, il n'y a pas énormément de touches de fantaisie de plus, puisqu'en fait c'est la fantaisie du Walt Disney. Donc voilà, non, j'ai été très très déçue, je ne peux pas en dire beaucoup plus, donc vraiment, si tu l'as aimé, n'hésite pas à dire pourquoi, ce qui t'a plu. Peut-être que quand on ne connaît pas l'adaptation ou quand on ne connaît pas le conte originel, ça peut être plaisant parce qu'on peut être surpris ne connaissant pas ces éléments-là. Mais pour moi, si on connaît les deux, en tout cas, ça ne correspondait pas à mes attentes. Voilà pour celui-ci, malheureusement. Ensuite, j'ai voulu retenter l'expérience avec Deborah Levy, puisque j'avais lu de sa trilogie autobiographique La position de la cuillère. J'avais moyennement apprécié parce que je trouvais qu'on s'éparpillait un petit peu trop dans plein de directions, que ça indiquait évidemment la folie, le côté un petit peu impertinent de l'autrice, et c'est vrai que ça c'était agréable, mais je passais à côté de beaucoup de textes et je n'arrivais pas vraiment à cerner l'autrice. Bref, j'avais envie de retenter parce que je sentais que quelque chose pouvait être vraiment intéressant, en tout cas pouvait me plaire. J'ai donc réitéré l'expérience avec Le Coup de la vie. On est aux éditions du Sous-sol, c'est traduit de l'anglais par Céline Leroy, puisque l'autrice est britannique. Et au niveau de la version originale, ça a été publié en 2018, si je ne m'abuse, et puis pour la version dans cette édition 6, ça a été publié en 2020. On est cette fois, donc toujours dans de l'autobiographie, mais on est dans un récit de l'intime. Deborah Levy va ici nous partager des réflexions à propos des relations de couple marital, bien d'autres choses aussi, mais c'est globalement ça le cœur du sujet. Elle-même vit un divorce et cet épisode est le prétexte pour interroger, observer les autres. Elle va également, dans cette introspection, faire des références à la manière dont les femmes peuvent s'effacer pour laisser la place aux hommes, à leur mari en particulier. Elle va utiliser plein de petits exemples pour illustrer évidemment ces questionnements, ces observations. Par exemple, le fait qu'on ne va pas dénommer une femme par son prénom, mais qu'on va l'appeler l'épouse de X ou l'épouse tout court. Et donc voilà, c'est un peu un florilège d'allées et venues entre ce qu'elle pense, ce qu'elle observe, et elle l'illustre pour qu'on puisse essayer de bien concrétiser sa pensée. C'est pour moi une ode à être soi. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai ressenti tout au long de ma lecture. Je trouve en plus que c'est parfaitement écrit. Je trouve que sa plume et tous ses questionnements sont très intelligents, très pointus, très fins. On peut se retrouver aussi dans ce qu'elle dit, ou en tout cas se questionner à notre tour. Et puis, ça peut nous amener à observer d'autres choses auxquelles on ne prêtait peut-être pas attention, mais devant lesquelles elle nous met. Et puis, ce qui est assez sympathique aussi, c'est qu'il y a pas mal de références à d'autres artistes, donc ça nous permet de développer cette culture-là, de pouvoir faire des recherches sur certaines autrices, auteurs, parce que ça balaye vraiment pas mal de domaines dans les arts. Ça peut être la peinture, ça peut être d'autres écrivains, donc voilà, c'est quand même assez varié. Et je trouvais que ce n'était pas juste un étalage de son érudition, mais que c'était aussi pour illustrer son propos, ou pour l'étoffer un petit peu plus, pour le renforcer. Et on le sait parce qu'elle mentionne, elle cite évidemment, donc voilà, elle rend à César ce qui est à César, et donc elle ne s'approprie pas tout ça. En gros, pour moi, ce petit livre, c'est vraiment l'occasion de nous amener à prendre conscience de certaines choses qui peuvent se jouer au sein du couple, chez d'autres personnes. Il nous fait regarder en arrière sur ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a envie de vivre, et de cette nécessité de faire le point sur l'arrière pour aller de l'avant. Voilà, moi c'est une philosophie que j'aime beaucoup, que je trouve importante aussi et nécessaire. Donc évidemment, ça a résonné parce que les thématiques que je rencontrais dans ce livre, évidemment, trouvaient un écho chez moi
et je trouvais que c'était effectivement des réflexions importantes. Mais donc voilà, pour moi, il y avait vraiment matière à réfléchir, matière à apprendre, et en même temps, c'était joliment dit. Donc là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé le coût de la vie. Puis c'est un peu les montagnes russes parce que je te présente ensuite L'Enclave de Nicolas Druard. De Nicolas Druard, j'avais déjà lu Jeu de dames que j'avais beaucoup apprécié. Donc j'allais un petit peu en terrain connu, on va dire. Alors déjà, avant de dire ce qui m'a moins plu, on est aux éditions HarperCollins Poche. L'Enclave a été publié en 2021. Alors, dans ce policier thriller, l'auteur va nous emmener dans l'Aveyron. On va y suivre d'une part Stan, qui est arrivé depuis 6 mois dans l'Aveyron, et cet enquêteur enquête avec son équipe sur la disparition d'un couple de randonneurs, et d'autre part, on va suivre aussi un groupe composé de randonneurs, mais de randonneurs un peu particuliers parce qu'il y a un infirmier, il y a une aide médico-psychologique, et il y a 4 jeunes qui sont atteints de divers troubles. Ils ont besoin d'être encadrés, ils vont en Aveyron avec donc leurs 2 accompagnateurs. On va suivre voilà, d'une part l'enquête avec notre policier et d'autre part donc, on va suivre l'évolution de la randonnée de ce groupe. La particularité, parce que jusque-là il n'y a rien de transcendant, mais là où ils sont en Aveyron, il y a un endroit interdit parce que une bête y sévit et est dangereuse. Là où elle est, c'est l'Enclave. Voilà, je ne t'en dis pas plus évidemment, tu verras bien comment ça s'imbrique, comment est-ce que ça s'articule et comment est-ce qu'ils vont être amenés ou pas à rencontrer l'Enclave. En tout cas, moi je n'ai pas beaucoup aimé malheureusement, j'ai trouvé que l'écriture déjà ne rendait pas les personnages très sympathiques, mais surtout qu'ils étaient un peu clichés, un peu grossiers. Quand je dis grossier, c'est un peu caricatural. Ça se lit plutôt bien par contre, franchement, le rythme est très soutenu. Ça, je peux absolument pas l'enlever et ça reste un thriller qu'on lit vraiment de manière très plaisante. Mais voilà, moi je tiquais assez souvent sur certaines choses. Encore une fois, je ne les ai pas notées, mais c'est ce que je vais essayer de faire plus tard pour essayer de te mettre des exemples. Mais c'est certaines réactions, certains comportements, c'est certaines réflexions que certains personnages avaient, avec lesquels je tiquais pas mal. Au départ, cette intrigue est quand même assez prenante, on est censé être pris dans cette intrigue, et au lieu de stresser, en fait, moi j'avais des fous rires, parce que je trouvais ça parfois un peu ridicule. Voilà, ça n'a pas été très concluant dès le départ, je dois dire. Ensuite, voilà, le milieu était assez neutre, voilà, j'étais finalement embarquée dans l'histoire. Par contre, à nouveau, je n'ai pas apprécié la fin et les twists finaux. On est surpris, donc voilà, si on aime être surpris et avoir de gros twists, on en a ici. Moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'au niveau des twists finaux, on se les enchaîne vraiment de plus en plus. Il y a une escalade comme ça, et c'est un peu chaud. Enfin, c'était quelque chose d'un peu superficiel et d'un peu trop gros, comme j'ai tendance à le dire. Donc moi, voilà, je n'ai pas été convaincue par ces différents twists finaux, malheureusement. J'ai pas été convaincue non plus par les explications, que je ne trouvais pas très cohérentes d'ailleurs. Pour moi, ce qui arrive et l'explication qui est là ne peut pas se passer de cette manière-là. Voilà. Ou alors, soit il fallait expliciter d'une autre manière, soit changer un autre aspect, mais bref, si tu l'as lu, peut-être que tu as le même ressenti, mais ça vraiment, c'est un spoil énorme, puisque ça dévoile le twist. Donc ça, évidemment, je ne peux pas te le dire, mais pour moi, ça a confirmé le fait que certaines choses n'étaient pas crédibles. Mais bon, c'est encore une fois ma sensibilité, et ce que moi j'interprète, et ce que je mets derrière certaines choses. Pour celui-ci, les choix qui ont été faits, en tout cas, ne m'ont pas convaincu, mais ça arrive. Je te disais qu'on faisait le yo-yo, eh bien oui, au niveau de l'ascenseur émotionnel, ici c'est une très très grande réussite. J'ai lu Présente de Lorraine Bastide, on est aux éditions Point, ça a été publié en 2020, et ici c'est un essai que j'ai trouvé super bien ficelé. Lorraine Bastide va nous mettre en évidence la présence, ou plutôt l'invisibilisation des femmes.
que ce soit dans la ville, dans l'espace public, dans les médias, que ce soit la télé, les réseaux sociaux, et aussi leur présence dans la lutte, dans les manifestations, donc vraiment en tant qu'engagée, en tant que militante. L'essai va objectiver, va documenter, sourcer, alors je dis l'essai, donc dans cet essai, on va retrouver des documentations, des sources, des annotations. C'est un condensé de plein de thématiques, toujours actuelles malheureusement, et c'est très exemplifié. Bref, j'ai adoré, c'est un essai qui est très facile d'accès. Il y a une dimension reprenant les violences dans les discours sexistes qu'on pouvait retrouver dans Préparez-vous pour la bagarre. Mais ici, c'est vraiment beaucoup plus large. Et donc, j'ai bien aimé parce que, en lisant Préparez-vous pour la bagarre, on a fait le focus, on faisait le focus sur quels sont les termes, les mots et comment est-ce qu'on peut repérer certaines choses qui sont inacceptables dans un discours oral ou dans un discours écrit d'ailleurs. Et ici, comme je disais, ça balaye large parce qu'on a aussi la vision plus macro, donc on fait référence à ces problématiques-là dans les discours, mais elles ne parlent pas que de ça. Donc c'était chouette parce que voilà, ça permettait d'aller un petit peu plus loin, mais Préparez-vous pour la bagarre prépare et donne des clés, ou en tout cas donne déjà un peu plus d'arguments. Et quand on arrive ici dans le macro, on sait à quoi on fait référence, et on a aussi d'autres exemples, ça va un petit peu plus loin au niveau de la précision dans Préparez-vous pour la bagarre sur cette thématique précise. Ici, évidemment, elle en parle, mais elle ne parle pas que de ça. Donc j'ai bien aimé pas qu'ils se répondent, mais le fait de retrouver des thématiques similaires et de ne pas les aborder de la même manière, j'ai envie de dire. Lorraine Bastide, ici, va aussi démontrer que l'intersectionnalité, eh bien, ça va jouer dans le féminisme et qu'on ne peut pas on ne peut pas en faire fi. Les difficultés, elles s'accroissent parce que si on est femme, qu'on est noire, qu'on est en plus d'une autre origine ou une origine étrangère, et j'en passe évidemment, eh bien, ça crée encore plus de complexité, encore plus de difficultés. C'est aussi la difficulté d'être homosexuel, d'être différent tout court. Donc cette intersectionnalité, elle joue un grand rôle et elle en fait mention de nombreuses fois. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette dimension-là parce qu'on ne l'aborde pas, pas toujours, hein, on reste souvent dans une thématique. Donc là, ça ouvre le débat, ça ouvre les perspectives. Elle est fort sensible et elle nous sensibilise fort au fait que les luttes, les discussions, tout ça, ça doit être mené de front, pas qu'avec une cause, mais avec plusieurs. Il faut discuter de tout ça, de toutes ces problématiques qui sont en fait liées, interconnectées. Donc voilà, elle remet un peu cette dimension-là. Évidemment, comme je le disais au début, c'est vraiment l'invisibilisation des femmes dont elle parle énormément, parce que elle nous montre que cette invisibilisation est encore criante et donc elle dénonce ce fait-là et nous incite évidemment à continuer cette lutte pour stopper l'invisibilisation, mais pas que. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que Lorraine Bastide va avoir une écriture qui d'un côté est très, alors pas neutre, mais donc elle reste toujours objective parce qu'elle met énormément de chiffres, de statistiques, d'éléments factuels, de références, d'études, enfin c'est vraiment pour moi très étayé. Mais à côté de ça, il y a un élément plus personnel qu'elle va apporter parce que dans son style d'écriture, c'est assez sympa, elle va à chaque fois nous jouer avec le lecteur, elle va ajouter des commentaires personnels, elle va faire plusieurs mentions à sa vie personnelle aussi. Donc ça rend l'autrice proche parce qu'elle met de l'affect aussi dans quelque chose d'objectif, mais sans dévier, et c'est clairement mis, c'est clairement dit aussi, donc on ne se leurre pas, on sait quand c'est son avis. De toute façon, c'est un essai, mais c'est son avis. Mais on sait quand c'est elle qui parle, on sait quand c'est documenté et que c'est quelque chose de plus large, de plus scientifique ou de plus chiffré, on va dire. Pour moi, c'est un livre à lire, quel que soit le genre. C'est une ode à la sororité, mais au fait qu'il faut ouvrir les yeux aussi sur ce qui est un fait. Voilà, il ne faut pas passer à côté et dire non, ça ne se passe pas. Il faut se renseigner, un peu observer, constater que ça l'est, et puis changer les choses. Essayer de continuer ou de lutter, manifester tout court pour que ça s'arrête et que les femmes puissent être elles-mêmes, en fait, bêtement, puissent se mettre en avant,
puisse se sentir légitime, experte, et qu'elle parle. Voilà. Puis le dernier livre du topo du jour, c'est Après toi, les ténèbres, qui a été publié en 2024 et écrit par Gus Moreno. C'est paru aux éditions La Talente. Ici, on est dans un court texte dans lequel nous suivons Thiago, et on le suit juste après la mort de sa femme. Alors on va suivre son deuil et surtout le délitement de son état psychologique. Voilà, c'est difficile d'en dire plus parce que là aussi, c'est le focus. Ça veut dire que nous allons exclusivement parler de ça. Voilà. Le deuil, on le sait dès le début parce que l'auteur nous informe d'entrée de jeu que la femme de Thiago est décédée. Et puis, on est avec Thiago dans sa tête, présent dans ses pensées, dans ce qu'il va faire, dans ses choix. Et puis, on va voir quel va être l'impact de ce deuil sur lui et son côté, sur sa psyché, finalement. C'est un roman qui va nous plonger dans une ambiance horrifique. Et je dis horrifique parce qu'il y a quand même pas mal de choses violentes, dures, qui arrivent au personnage. C'est pas quelque chose qui fonctionne très très bien avec moi parce que généralement je ne vais pas ressentir de la peur ou je vais pas trouver que c'est horrible. Enfin, ce sont d'autres aspects qui vont me faire dire que c'est glaçant ou que c'est horrible. Ici en tout cas, je pense que de manière générale, quand on le lit, on peut ressentir cette ambiance un peu flippante, un peu horrible. Voilà, moi je l'ai trouvé gérable, mais je pense qu'il y a quand même... oui, je pense que c'est tout à fait gérable. Mais il y a quand même cette dimension-là qu'il faut appréhender parce que je pense que ça se revend. C'est un texte qui se revendique plutôt horrifique. On est également dans du fantastique parce que on ne sait jamais si c'est l'auteur qui est dans ses pensées, si ça lui arrive réellement ou pas. Donc voilà, il y a quand même cette dimension-là qui est très présente, ce questionnement entre le réel et l'irréel. Ça, je trouve que c'est très 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 bien fait par contre. Là aussi, ça dépend un petit peu du goût de chaque lecteur. Certaines personnes aiment beaucoup quand c'est un peu flou, quand c'est un peu nébuleux, quand il n'y a pas trop d'explications. Et puis à l'inverse, d'autres aiment bien quand c'est un petit peu plus clarifié. Je pense que je fais partie du deuxième groupe, parce que j'ai l'impression clairement depuis ces derniers temps que dès que je suis dans une lecture qui laisse sur sa fin le lecteur en termes d'explication et de finale, de message, souvent j'aime moins. J'ai l'impression, mais ça c'est évidemment mon ressenti, que c'est pas assez abouti. Et donc, je trouve que c'est parfois trop facile de nous laisser sur quelque chose de trop ouvert. Voilà, mais ça ne regarde que moi évidemment, parce qu'énormément de gens aiment bien ce côté très ouvert qui laisse place évidemment à ce qu'on veut. Et donc je le dis parce que c'est ça que tu vas retrouver, quelque chose d'assez ouvert et quelque chose qui n'est pas très explicité. Et donc moi, évidemment, puisque je suis un petit peu restée comme ça sur ma faim, je ressors avec un oui et what next, mais il n'y avait pas de next. Voilà, donc pour moi le livre se finit, les questions subsistent. Donc voilà, si tu aimes ça, tu vas être servi. En plus au niveau de l'écriture, le personnage est vraiment envahi par... au niveau de l'écriture, le personnage nous envahit l'esprit et il nous confronte parce que c'est vraiment à la première personne du singulier, il va s'adresser à sa femme et là il va vraiment être dans le tu. Donc c'est très interpellant et ça vient vraiment, je trouve aussi, nous happer, nous chercher. Donc voilà, au final c'est une lecture qui avait du positif aussi. Je pense que moi, ça n'a juste pas satisfait la lectrice que je suis, mais ça arrive aussi, si ces éléments-là t'ont plu, eh bien, tu vas sans doute y trouver ton bonheur. Et bien voilà, c'en est tout pour les lectures du jour. N'hésite pas à aller me rejoindre sur Instagram si le cœur t'en dit, si tu es sur Instagram et si tu as envie d'avoir plutôt les étiquettes et les photos de chacun des livres que j'ai lus de manière un petit peu plus à jour. Bon, je dois un petit peu rattraper mon retard, mais j'y serai bientôt, j'y crois. Et sinon, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, que le plaisir de lire soit avec toi.